Alors, Faustine, vous la connaissez puisque c'est elle qui pose des questions depuis tout à l'heure. Voilà, mais qui cette fois est sur scène. Et puis, je vais vous présenter évidemment, enfin, ils vont se présenter d'ailleurs tous les trois. Faustine, on s'est vu tout à l'heure, vous avez posé plein de questions. Maintenant, vous êtes sur scène, on va parler de comment connecter ses collaborateurs pour une meilleure coopération. Vous nous avez cité tout à l'heure plusieurs fois Coco Worker, c'est ça? De quoi s'agit-il? C'est ça, donc Coco Worker, en fait, c'est une start-up qui aide les entreprises à développer leur culture de collaboration, de confiance et de convivialité, d'où les co, pour leur permettre de rester attractives et performantes. Et on le fait à travers une application qui s'intitule Kif by Coco Worker, qui est une application de reconnaissance entre collègues basée sur les soft skills, donc les compétences humaines et interpersonnelles, et qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie au travail et d'encourager concrètement la collaboration en entreprise. Vous aurez beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Valérie Gauthier, vous êtes auteur de Savoir relier et vous êtes professeur en leadership à HEC, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Racontez-nous votre connaissance peut-être de ce sujet et de savoir relier en particulier. Alors le savoir relier, c'est la capacité à se connecter avec quelqu'un, mais avec de la qualité. Être humain, c'est être relationnel fondamentalement. La dimension relationnelle n'est pas toujours bien traitée. Et mon travail, c'est d'accompagner les gens à être mieux avec eux-mêmes et avec les autres, avec un travail de remise en question, de questionnement sur soi, questionnement constructif, pour ensuite pouvoir s'ouvrir à l'autre et accepter le regard de l'autre comme quelque chose qui va nous aider à grandir. C'est un élément fondamental de la capacité des entreprises à se développer. Et je me suis rendu compte en fait de cette dimension relationnelle pendant mes 8 années de direction du MBA d'HEC. Oui. Où j'avais 200 étudiants de 50 nationalités différentes et où l'enjeu c'était plus il y a d'écart entre deux individus, plus il est difficile de comprendre l'autre et d'accepter l'autre, mais aussi plus on apprend en chemin si on fait cet effort. Donc on a travaillé sur un programme qui a permis à chacun de prendre du recul sur soi pour mieux accepter l'autre et mieux grandir avec l'autre. Et c'est ça que je mets en œuvre maintenant à travers le savoir relié auprès d'entreprises et d'écoles. On va avoir beaucoup de questions à vous poser évidemment. Et Philippe Pinault, vous êtes cofondateur de Talk Spirit et d'Ola Spirit. Qu'est-ce que vous faites chez Talk et Ola Spirit? Racontez-nous. Alors, ce sont deux logiciels, deux SaaS, deux logiciels vendus comme des services. L'un propose un réseau social d'entreprise, qui est une plateforme de collaboration et de communication. Un élément important donc, pour travailler autrement dans nos entreprises, mieux connecter et mieux collaborer ensemble. Et l'autre, Ola Spirit, propose une plateforme pour les nouvelles gouvernances d'organisation, puisque les organisations, on l'a entendu, elles évoluent, elles deviennent plus agiles, en tout cas elles aspirent à plus d'agilité. Et cette agilité, on la retrouve à travers des nouveaux formats, des nouvelles méthodes. Et notamment l'holacratie. Et l'holacratie qui est une d'entre elles. Et notre plateforme permet donc d'outiller ces organisations qui font ces choix innovants dans leur modèle de gouvernance. Alors je crois que c'est Faustine tout à l'heure qui nous donnait sa définition, peut-être, dans la salle, ou je ne sais qui, mais donnez-nous votre définition de l'holacratie, finalement. De quoi s'agit-il ? L'objectif de l'holacratie, c'est de donner plus de responsabilité, plus d'autonomie, un cadre plus clair pour chacun, pour finalement être entrepreneur dans l'organisation. D'accord. Donc ça passe au travers d'une logique de rôle. Et l'holacratie, en fait, permet à une organisation qui était auparavant centrée sur des personnes de se centrer finalement sur une raison d'être et de s'organiser finalement au travers finalement de ces notions-là. Alors, j'ai envie que vous alliez beaucoup plus loin les uns les autres sur ce sujet. Si j'entends bien depuis ce matin tout ce que l'on déroule, j'entends que l'on décloisonne, donc on va faciliter évidemment les relations, mais j'entends également que se développent diverses formes de travail dans des lieux différents, à travers la planète grâce au digital. Comment est-ce que l'on fait pour mieux connecter les collaborateurs, pour favoriser cette coopération ? Il n'y a pas que de l'humain, il y a du digital, il y a du meilleur management peut-être. Il y a quoi? Racontez-nous en fait quelles sont les solutions que vous mettez en place, que vous étudiez ou que vous avez déjà observées. On a envie d'ouvrir avec vous l'agence des bonnes pratiques. Racontez-nous. Faustine. Merci. Alors, nous, l'idée, c'est plus de faire en sorte qu'on ait tous intérêt à travailler ensemble. Le constat de départ, c'était de se dire que les systèmes de reconnaissance traditionnels des entreprises, finalement, restent très verticaux, à la main d'une ou deux personnes, donc généralement l'ARH et le manager, qui ne peuvent pas tout voir et tout savoir, ce qui peut entraîner un effet pervers d'une reconnaissance qui est facilement basée sur la visibilité qu'on donne auprès de ces décideurs. Et ça n'encourage pas la collaboration. Il y a un sujet, moi j'ai été salarié, et ce que je voyais, c'est qu'on devait évoluer à travers des injonctions paradoxales de travailler ensemble, travailler en confiance, mais en réalité, est-ce que le système permet ça ? Donc là, l'idée, c'est de partager ce pouvoir de reconnaissance avec notre application, mais il y a plein d'autres choses aujourd'hui pour permettre ça. Mais
en tout cas sur la reconnaissance, l'idée c'est de permettre à chaque salarié de pouvoir valoriser ses collègues lorsqu'ils incarnent les valeurs de l'entreprise, pour leur permettre de prendre conscience aussi de leurs soft skills. On va y venir, mais l'idée c'est qu'on a bien compris avec Albert aussi, enfin, les comportements humains, enfin, nos compétences humaines sont clés. Or, ce sont des qualités qui sont complexes à identifier. On a besoin des autres, parce qu'on ne va pas arriver en se disant je suis très bonne en leadership. Oui. Donc comment on utilise finalement, on se sert de l'intelligence collective pour prendre conscience de nos points forts et être amené à les développer. Et concrètement, vous emmenez les entreprises comment dans ce schéma-là? Alors concrètement, nous avec l'application, on propose un concept assez simple, c'est-à-dire qu'on va permettre à chaque salarié de valoriser ses collègues pour leur savoir-être et leur engagement de tous les jours en les récompensant avec ce qu'on a appelé des kiffs. Et les kiffs, ce sont des feedbacks positifs qualifiés qui ont également une valeur dans l'entreprise. Donc quand on les reçoit, ils peuvent se transformer en primes, en cadeaux. Ce sont des cours de développement personnel et professionnel en ligne et en dons aux associations selon le choix de l'entreprise. Très bien. Alors juste c'est transparent, nous, par rapport, pour revenir à la question de on va être ranké tout le temps, etc. L'idée c'est plutôt de se dire comment on va désacraliser la reconnaissance, on va essayer de comprendre quel comportement on attend de moi, comment je fais pour être reconnu dans l'entreprise. Valérie, d'autres exemples de ce que vous avez vu, expérimenté, étudié? Dans mon travail, il y a un grand point par rapport à la relation. Les relations, par définition, elles sont polluées. Elles sont polluées par le jugement, elles sont polluées par l'intention, elles sont polluées par l'attente, elles sont polluées par l'agenda. Ce qui fait que dans les relations, la grande difficulté, c'est l'écoute, c'est l'observation, et c'est la capacité à revenir à des bases premières qui sont la capacité d'écouter et la capacité à observer les autres. Et dans ce travail de prise de recul et justement d'essayer d'éviter le jugement, plutôt que de parler de bien ou de mal, j'aime parler de caractéristiques et de repères qui permettent de respecter l'autre pour qui il est et non pas pour ce qu'il fait. Très bien. Donc pas pour le résultat, mais pour la présence. Et cette capacité d'écoute, elle se travaille, ça c'est la bonne nouvelle, c'est un travail qui implique d'abord une recherche sur soi, une meilleure connaissance de soi, une meilleure confiance en soi. C'est par la pratique de ce que j'appelle l'autoportrait, donc on doit rédiger pour le coup, on doit écrire. Ensuite, il y a une lecture partagée des autoportraits. Pardon, je dois rédiger mon autoportrait, c'est finalement ma vie, mon œuvre, ou c'est quoi? Non, l'autoportrait, c'est quelque chose qui est rédigé à partir de 40 questions dont on choisit l'inspiration et qui vous amène à réfléchir. Je donne un exemple d'une question dans votre rapport à vous et la société, c'est quelles sont les limites de votre compassion. Donc, ce n'est pas des questions qu'on se pose tous les jours, mais qui nous amènent vraiment à prendre du recul d'abord sur vous et vous-même, vous et l'autre, vous et un groupe, vous et la société. Cet autoportrait va être le point de départ d'un échange, d'une relation, d'une conversation que j'appelle un duo, qui va être là pour le coup quelque chose de qualité, c'est-à-dire qu'on va donner 1h30 pendant un déjeuner, pendant une promenade, à une autre personne avec qui on va échanger nos autoportraits. Et cette ouverture à l'autre, elle est très profonde parce qu'on a d'abord écrit pour soi et ensuite on s'ouvre à l'autre. Et l'avantage de ce travail, c'est que là justement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'attente vis-à-vis de l'autre que celle d'échanger. Et dans ce partage, j'ai pu expérimenter auprès de milliers de personnes, puisque j'ai ce travail, y compris sur Internet, et il y a 70 000 personnes qui le pratiquent dans le monde entier, 192 pays. Et ce travail permet vraiment d'annuler la dimension politique ou la dimension hiérarchique entre deux personnes. Autre exemple, Philippe Pinault, de ce que vous proposez, de ce que vous faites, de ce que vous réalisez concrètement pour mieux connecter les collaborateurs. Oui, en fait, pour mieux les connecter, il faut d'abord leur donner un cadre qui soit plus clair de ce qu'ils ont à faire et un cadre, si possible, qui donne du sens aussi à leur action. D'accord. Ça, c'est des éléments importants, je pense, pour stimuler la collaboration dans les organisations. Oui. Retirer le cadre politique, justement, pour revenir à l'essentiel de la mission, finalement, et donner les moyens à chacun de pouvoir être libéré de ses contraintes pour pouvoir entreprendre et développer son leadership sur la mission. D'accord. Donc ce cadre clair, il passe pour nous par des plateformes qui viennent rendre explicite, qui permettent de mettre de la transparence sur les attendus, sur les missions, et donc au travers de cette clarté, finalement, permettre à chacun tout simplement d'entreprendre dans de meilleures conditions. Lorsqu'on est sur une route et qu'il y a du brouillard, on a tendance plutôt à freiner. Lorsqu'au contraire les choses sont dégagées, eh bien, on peut davantage finalement aller plus vite. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers donc, ces outils qui viennent mettre plus de clarté sur les missions, mais qui également permettent de connecter chacun dans l'organisation pour faciliter des collaborations. Alors concrètement, est-ce que vous avez des outils particuliers? Est-ce qu'on peut partir de l'outil basique qui est la discussion, l'écoute, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous utilisez le digital aussi beaucoup pour
provoquer des connexions? Alors bien sûr, on utilise beaucoup le digital puisque nous sommes aussi dans des entreprises distribuées. Nous invitons également notre écosystème à travailler avec nous. Alors quand je parle d'écosystème, ce sont des partenaires, ce sont des freelances qui interviennent ponctuellement sur certaines de nos missions. On est une entreprise étendue. Et donc, parmi les différents outils collaboratifs, bien sûr, le réseau social d'entreprise joue un rôle et une place particulière. C'est un outil qui a la capacité de connecter tout le monde dans l'organisation. Et parce qu'il connecte tout le monde, finalement, d'être un levier de cette intelligence collective que l'on cherche à développer, à favoriser, à stimuler dans les organisations. Et dans notre entreprise, bien, c'est un outil qui a remplacé l'ensemble de nos échanges que nous pouvions avoir auparavant par email en interne. Pour éviter d'être dans l'angélisme, qui voudrait dire on a des sachants qui ont des méthodes et qui soient imposées évidemment dans les équipes, quels sont les retours, en fait, les indicateurs que vous avez du bien-être que cela procure aux collaborateurs, de l'engagement que cela procure évidemment, de la meilleure coopération? Vous avez les uns et les autres des résultats et puisqu'il n'y a pas d'angélisme, est-ce qu'il y a aussi, est-ce que dans votre carrière vous avez eu ou vu parfois des fausses bonnes idées, des choses qui ne fonctionnent pas du tout pour cet engagement? Alors, sur le positif, le travail de duo, donc de capacité d'échanger avec quelqu'un sur des bases d'intérêt, non pas d'intérêt personnel, mais d'intérêt à l'autre, de s'ouvrir à l'autre, prouve qu'on est capable, y compris quand il y a des conflits, de passer à côté des conflits pour revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est être capable de comprendre l'autre. Oui. Pas forcément être d'accord, pas forcément s'entendre avec, pas forcément l'aimer, mais le comprendre. Et ainsi, on peut avoir plus de respect. D'accord. Donc ça, c'est ce premier travail. Ensuite, des difficultés qu'il peut y avoir, c'est justement la résistance qu'on a à se livrer, la résistance qu'on a à s'ouvrir. Parce qu'il est toujours difficile d'accepter d'ouvrir des parties personnelles ou des parties intimes, surtout dans les milieux professionnels. Mais paradoxalement, quand je lance le travail de savoir relier dans les organisations, dans les entreprises, sachant qu'un duo dure au minimum une heure et demie, les gens me regardent et disent mais elle est folle, on ne va jamais passer 1 heure et demie avec quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on va se dire? Et à chaque fois, immanquablement, je suis obligée d'interrompre les conversations parce qu'ils ont besoin d'aller plus loin, ils ont besoin de poursuivre, ils ont besoin de cette richesse et de cette intensité d'un moment suspendu où on va vraiment partager quelque chose de fort et quelque chose de profond. Un besoin et des résultats probants. Des résultats probants sur la fluidité de la communication, ce que j'appelle les 3G, être genuine, generous et generative, c'est-à-dire avoir une authenticité vraie, avoir un engagement et un respect de l'autre et avoir une envie de produire ensemble. C'est ça qui va fédérer ces relations de confiance qui vont aider à produire ensemble quelque chose. Faustine, quid des résultats, des bonnes ou fausses bonnes idées? Alors, juste pour revenir aux outils, le kiff en soi reste quand même un outil très puissant puisqu'on on donne 3 kiffs par mois à chacun à distribuer à ses collègues. Et donc, on oblige d'une certaine façon les salariés à faire attention à leur entourage professionnel sous un angle positif en disant à qui je vais l'envoyer. Et je vais le faire puisque pour une fois, mon entreprise me responsabilise concrètement sur un levier clé de mon bien-être. Et la fausse bonne idée, ce serait de le faire sous forme de like en disant en fait amusez-vous entre vous et ça n'a pas de valeur dans l'organisation. Bien sûr. Donc pour revenir aux fausses bonnes idées, c'est de se dire on mesure les choses, on vous demande toujours votre avis, mais la prise de décision se fera toujours par le haut. Vous n'êtes pas acteur et ça peut être très désengageant. L'autre mauvaise bonne idée, c'est juste qu'on est dans une phase où on essaie de comprendre, je pense, au nouveau monde, mais à la fin, en tant que salarié, on est à cette 30e transformation. Notre quotidien n'a juste pas du tout évolué, donc c'est hyper frustrant de dire bon, quand est-ce que moi je peux enfin voir les choses évoluer de mon côté et pas faire une 30e charte du bien-être au travail ou du télétravail. Parlons action tout simplement et concret, du bon sens paysan. Philippe, j'ai appris en préparant cette rencontre que chez vous, il n'y avait plus de mail en interne. C'est-à-dire qu'on ne se parle plus par mail. Et vous faites comment? Il y a des pigeons voyageurs? Ou alors il y a un truc certainement qui doit être waouh, terrible comme le saut dans le vide. Les gens se parlent entre eux, c'est ça? Avant de s'envoyer un mail, waouh, c'est effrayant. Ils se parlent beaucoup, c'est sûr, notamment avec des outils de visioconférence. Mais d'une manière générale, on a déplacé tous nos flux qui auparavant transitaient par des boîtes qui, par nature, sont privées, confidentielles, sur des espaces qui sont partagés ou ouverts et qui invitent à la collaboration, mais surtout qui redonnent la propriété de l'information à l'organisation, indépendamment des mouvements des personnes dans cette organisation. Et donc, progressivement, tous nos flux sont passés sur un réseau social où l'information est distribuée au travers de groupes et où chacun, finalement, au sein de ces groupes, participe, échange, accède à l'information qui lui est utile pour faire ce qu'il a à faire au quotidien.
dans cette holacratie et dans ce système-là, qui semble fantastique, moi je me mets à la place des collaborateurs. Tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance, d'appétence pour ces sujets, d'éducation aussi. Et puis je peux très bien un matin m'être mal levé et vous prendre pour finalement un ahuri de l'holacratie. Comment est-ce que vous faites pour emmener tout le monde au même rythme et ne laisser personne sur le bord de la route? La pratique d'holacratie, c'est un peu comme la pratique de Scrum. Derrière un mot-clé, il y a une méthodologie, mais en fait, Scrum, tout le monde sait ce que c'est, bien sont sûr. les méthodes agiles. En fait, tout le monde va vous dire aujourd'hui que en matière de gestion de projet, il fait du Scrum, il fait de l'agile. Donc, mais holacratie, c'est un petit peu son équivalent dans le domaine de la gouvernance. Vous n'avez pas besoin de connaître les règles pour pratiquer. Vous allez en fait être embarqué dans une nouvelle façon de travailler avec quelques facilitateurs qui peuvent bien sûr vous expliquer comment fonctionner avec ces règles-là, mais ça n'a rien de très très compliqué. Le mot-clé, c'est la confiance, c'est dans le contrat de travail, c'est dans ma lettre d'embauche, dans mon entretien d'embauche, ça? La confiance, c'est évidemment nécessaire, elle se nourrit de transparence, c'est important, je pense. Et puis c'est aussi l'exemplarité, parce que quand il s'agit de nouvelles façons de travailler, s'il n'y a pas d'exemplarité, je ne connais pas de projet qui réussissent dans la durée. Dernière question, on continue tous ensemble, mais dernière question là-dessus. Pareil, l'angélisme est le truc qui me fait le plus peur. Est-ce qu'il y a des gens qui se barrent de chez vous en disant « mais finalement j'ai voulu tenter mais c'est pas pour moi, j'ai plutôt envie d'un modèle beaucoup plus classique, j'ai peut-être besoin d'un cadre beaucoup plus serré, d'un truc dans lequel je serais beaucoup plus engoncé ». On peut se barrer de chez vous en n'étant pas d'accord finalement? C'est arrivé? On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec la culture de l'organisation, avec les valeurs de l'organisation. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que chacun se retrouve, se reconnaisse dans l'organisation dans laquelle il travaille, pas simplement sur les missions et sur les hard skills, mais aussi dans ses soft skills et dans la façon finalement où la raison d'être d'organisation et ses valeurs résonnent avec ce que sont vos propres raisons d'être et propres valeurs personnelles. Et je pense que lorsqu'on arrive à aligner véritablement les deux, alors dans ce cas-là, on construit des collaborations dans la durée et qui développent finalement beaucoup de bonnes choses. Valérie, je vous vois réagir. Oui, je ne peux pas être plus d'accord avec cette question de la raison d'être parce que on parle évidemment des raisons d'être au niveau des organisations, mais cet alignement entre raison d'être individuelle et raison d'être du groupe, elle est absolument fondamentale et c'est pour ça qu'il est indispensable que chaque individu ait l'accompagnement nécessaire pour prendre ce recul sur soi, pour être capable de se dire est-ce que ma raison d'être est en phase, et si elle ne l'est pas, d'avoir le courage et la responsabilité de dire elle n'est pas en phase, donc je vais bouger. Et ça, c'est une reconnaissance mutuelle, aussi bien pour l'entreprise que pour l'individu, qui permet aux organisations d'évoluer avec beaucoup plus de souplesse. Faustine et vous trois, avant de laisser la parole à la salle, on est là vraiment dans l'intelligence relationnelle, on est dans l'intelligence collective. Ça veut donc dire qu'on fait confiance en l'intelligence finalement de tout le monde pour développer ce relationnel. Cette intelligence collective, ce ne sont pas que des gros mots, pas des concepts. Faustine, d'abord. Non, pas du tout. En fait, on apporte plus de justesse parfois. Enfin, quand on parle de reconnaissance, par exemple, elle est forcément subjective. Oui. Donc, en multipliant les sources de reconnaissance, on lui apporte tout simplement plus de justesse dans l'entreprise. Au contraire, donc l'intelligence collective va être très puissante. Et bon, après, pour revenir sur tous ces modèles d'organisation, on a quand même pas mal de livres très inspirants sur le sujet. Reinventing Organization, notamment de Frédéric Laloux. On est sur des modèles, mais quand on y pense, on est en train de s'inspirer de la culture digitale, qui est de la transparence, de l'instantanéité, de la transversalité. C'est pas juste quelque chose de nice ou une tendance c'est une tendance de fond, quoi. On va y arriver. Et de la sincérité, parce c'est pas simple d'être sincère. On parle de feedback. Feedback, c'est nourrir en retour. Nourrir en retour, c'est aussi être capable de dire au bon moment les choses qu'on a à dire et pas n'importe quand. Donc c'est aussi dans le respect de l'autre et dans la reconnaissance de l'autre. Cette reconnaissance, elle est profonde, elle prend du temps, elle n'est pas en claquant des doigts. Il faut vraiment prendre le temps de cette compréhension de l'autre pour arriver à trouver le bon moment, pour dire les bons mots qui vont permettre aux personnes d'avancer. Mais ça ne veut pas dire non plus, parce que faire grandir l'autre, ça ne veut pas dire être toujours gentil, être toujours positif. Il y a aussi des choses difficiles qu'il faut savoir dire. Le grand problème du feedback, c'est justement pouvoir dire les choses, même difficiles, mais au bon moment. Philippe, pour terminer sur cette intelligence relationnelle et donc l'intelligence collective, vous misez dessus tous les jours? Oui, bien sûr. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, les automatismes, les robots, etc., vont prendre de plus en plus de place sur des actions simples, finalement. Ils vont nous remplacer dans ce qui était assez trivial. Aujourd'hui, on est dans un environnement complexe, volatile, incertain, ambigu, pour reprendre l'expression VUCA, et donc qui nécessite finalement de développer ces formes d'intelligence, de relations, de situations, d'émotions, et également collectives. Faustine, oui. On sait qu'on a 50% de nos compétences techniques qui sont obsolètes au bout de 2 ans.
Donc il y a quand même un sujet d'employabilité finalement derrière. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de montrer que oui, chacun finalement possède ses qualités. L'intelligence collective peut nous permettre de prendre conscience de nos talents là-dessus. Et c'est très fort comme message à l'heure où on peut avoir des populations qui se disent moi, je ne suis pas digital native, est-ce que je suis armée pour ce nouveau monde? Là, on leur dit oui, puisque tu possèdes ces soft skills-là qui sont clés. Évidemment. C'est vraiment... Je vais demander à la salle de réagir peut-être sur ces sujets passionnants. Bonjour, je suis Amandine Fourlény-Duc. Alors, je suis l'épouse de Christophe. Je suis directrice de la communication de Bibliothèques sans frontières. Et il y a un enjeu, moi, qui me paraît très important, c'est celui des dirigeants. Parce qu'on parlait des salariés, des collaborateurs. Mais finalement, on a des structures aussi où de jeunes dirigeants ont des passages à l'échelle, dirigent 200, 300 personnes sans être forcément armés. Tous ces sujets de reconnaissance, ils le vivent aussi intimement eux. Oui. Et je pense que cette idée de feedback positif, il faut que ça s'adresse aussi à eux. Et ma question, c'est est-ce que vous avez, madame chercheuse qui travaillait là-dessus, des points de vue sur la manière dont on peut accompagner ces nouveaux dirigeants, qui sont aussi, en termes de donner l'exemple, extrêmement importants, souvent avec des populations jeunes, pour lesquelles c'est les premiers boulots. Donc voilà. La question est passionnante, merci. Parce que ce sont des choses à apprendre. Comment vous répondez à cela? La bonne nouvelle, c'est que tout ça se travaille. C'est pas, on a beaucoup parlé d'inné, d'acquis. Le leadership, c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille. Donc, il y a un travail à mener, mais il y a un prérequis qui est d'accepter de se remettre en question. Et c'est ça qui est difficile, parce que quand on est en position de leadership, quand on est en position de dirigeant, on a plutôt tendance à vous dire il faut savoir, il faut être le sachant, il faut être fort, il faut donner l'exemple, etc. Donc on n'a pas trop la place ou le droit au doute. Pourtant, moi, je revendique la vulnérabilité, je revendique l'humilité, je revendique la force du doute, parce que c'est ce doute qui permet de prendre ce recul et d'accepter d'avoir autour de soi des gens qu'on va accompagner, sur qui on va s'appuyer. Et donc, c'est ce collectif qui va nous permettre aussi de grandir. Mais de jamais avoir la prétention de savoir et de dire I'm going to empower you, par exemple. Oui. Mais d'être capable, au contraire, que chacun émerge de son propre chef. Et c'est ce premier travail qui est fondamental, ce travail sur soi, qu'on occulte beaucoup trop souvent parce qu'on dit « oh, j'ai pas le temps ». Et quand je lance l'exercice de l'autoportrait, qui est un exercice difficile, hein, il faut lire les questions, il faut réfléchir, il faut écrire. Il faut écrire d'abord 2 pages, parfois ça peut prendre qu'1 heure, mais ça peut prendre 20 heures. Ben, ce travail, c'est un travail fondamental et nécessaire. Si on ne le fait pas, on ne peut pas avancer. Enfin, permettez-moi, c'est aussi le travail de toute une vie. Quand j'entends les questions que vous posez, évidemment, parfois on peut mettre 1 semaine à répondre à une question, évidemment. Vous devez nous empêcher de dormir ou faire fonctionner les psychothérapeutes qui peuvent nous aider à répondre à ça. Très, très important. Sur le mot psychothérapeute me déplaît beaucoup. J'ai un diplôme de psychologie, mais c'est des neurosciences que j'ai fait. Oui. Et je ne suis pas du tout dans la psychothérapie ni dans la psychanalyse. Je suis dans un travail analytique qui est très, très rationnel et qui est un travail de réflexion analytique et pas psychanalytique. C'est très important. Merci beaucoup. Je ne voulais surtout pas vous braquer. Faut jamais, les gens qui ont fait des études de psy, il ne faut pas les braquer. J'aime beaucoup ce que vous faites. Autre question, madame ici, bien sûr. C'est une question pour madame Duriez. Comment réagit un RH par rapport à ses représentants syndicaux quand on annonce l'arrivée de votre système dans une entreprise? Jolie question. On fait comment? Déjà, on le fait avec eux. Souvent, on le présente avec eux. Nous, on accompagne. On sait exactement sur quoi on nous attend. Et nous, on ne lance pas un outil comme ça. Ça ne sort pas du chapeau. Ça fonctionne que si c'est rattaché à un projet d'entreprise, de transformation, de modèle de leadership, etc. Et ça doit avoir pour ambition de rester dans le temps. Et c'est pour ça qu'on doit présenter en amont aux organisations syndicales qui vont nous poser généralement les mêmes questions. Que se passe-t-il pour une personne qui ne reçoit pas de kiff? Comment on l'accompagne, etc. Et nous, on est là pour dire, déjà, on le suit. On sait que 97% des collaborateurs reçoivent au moins un kiff au bout de 6 mois, que c'est très corrélé à leur façon d'utiliser l'outil, puisque s'ils ne vont pas sur l'outil et qu'ils n'envoient pas leur kiff, les collaborateurs derrière n'ont pas envie de le faire. Voilà, donc tout ça, on aide. Après, c'est de la pédagogie, c'est aussi de l'expérimentation. On n'est pas en train de dire on vient et c'est à vie. On le fait ensemble, en fait. Tout ça, c'est du dialogue, en réalité, et puis de l'expérience. On a un retour d'expérience aussi de 2 ans chez AXA Bank où on l'avait lancé. Oui. Les organisations syndicales, en réalité, sont aussi très demandeuses, sont intéressées par tout ce qui se passe en termes de qualité de vie au travail. Bon, bien sûr,
à différents niveaux, mais quand même, vont pouvoir certainement parfois, en tout cas, voir l'outil comme un plus, justement pour servir leur ambition de base, de protéger les salariés, de faire en sorte qu'ils soient épanouis au travail. Et on a réussi à avoir certains dialogues de cette manière-là avec nos clients, en fait. Pas toujours, mais certains de nos clients. Je vais prendre encore une ou deux questions de la salle, si vous voulez, mais ça m'amène une autre question avec vous, Philippe, notamment. C'est finalement les petites angoisses que l'on peut avoir depuis ce matin, c'est que les nouveaux schémas, l'évolution du monde du travail, de l'entreprise, de notre quotidien, etc., ça déconstruit quelque chose dans lequel on a vécu, le cadre en fait qui nous est imposé par le travail, la famille, l'éducation, peu importe, etc. Et on a peur parfois de déconstruire, on a peur des égos, on a peur aussi parfois des gens qui ont des habitudes. Comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà des peurs et pour emmener les gens en leur disant c'est super agréable aussi de faire péter les coutures, mais aussi de se jeter, si ce n'est dans le vide, en tout cas dans un monde un peu nouveau. Comment est-ce qu'on dépasse ces craintes pour répondre tous les trois? Oui, il y a un lâcher-prise qui est nécessaire. Par contre, il y a un contresens qui est de se dire il n'y a plus de cadre. C'est-à-dire qu'on a enlevé un cadre et qu'il n'y a plus de cadre. Non, il y a toujours un cadre, mais il est différent en fait. Les repères sont différents. Les schémas avec lesquels on a construit une entreprise dans un environnement qui était globalement statique, eux n'ont plus lieu d'être puisque l'environnement a considérablement changé. Il n'y a pas de raison que la gouvernance d'entreprise n'évolue pas elle-même, alors qu'entre une entreprise d'il y a 100 ans et une entreprise aujourd'hui, on voit bien que finalement ce sont des environnements très différents. Bien sûr. Donc il y a besoin de nouveaux repères, il y a besoin de nouveaux cadres et effectivement beaucoup de confiance, on l'a dit à de nombreuses reprises, pour pouvoir construire avec l'ensemble du collectif finalement de nouvelles façons de faire qui vont permettre à chacun de pouvoir révéler ses talents et permettre à une organisation de se développer. Valérie et puis après Faustine. J'ai eu la chance de travailler avec des grandes entreprises et des plus petites. Et ce n'est pas une anecdote, c'est quelque chose de récurrent. Dans le cadre du duo, vous savez, vous avez écrit votre autoportrait, quelque chose de personnel, et puis vous allez l'échanger avec quelqu'un. Et parfois, ce quelqu'un, c'est votre supérieur hiérarchique direct. Et parce qu'il y a encore beaucoup de hiérarchie dans beaucoup d'entreprises. Et les gens me disent après, mais avant de rentrer dans ce duo, quand j'ai su, parce que le pair-up est aléatoire et donc ça tombe comme ça, quand j'ai su que j'étais avec mon boss, j'étais terrorisée. Ah. Et le mot est là. Il est fort. Je cite. Et j'ai eu pas mal de situations comme celle-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'avant, terreur, peur, angoisse, et l'après, libération, sentiment de soulagement, sentiment de bien-être. Pourquoi ? Parce qu'on a pu se parler sans cette politique, sans cette idée qu'il va se passer quelque chose sur ce qu'on s'est dit. Oui, les hiérarchies ne se mêlent pas de ça, finalement. Ne se mêlent absolument pas de ça. Et l'histoire prouve, c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans aucun cas, et je parle de milliers d'exemples, dans aucun cas, ce qui s'est passé dans cet échange n'a été réutilisé derrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie confiance qui s'établit à ce moment-là, parce qu'il y a un pied d'égalité qui s'est établi. L'autoportrait, il est fait dans les deux cas. Donc, chacun a écrit son autoportrait et l'a échangé. Et donc, ça neutralise tout à fait les notions de statut, de hiérarchie, etc. Et ça permet de libérer totalement la relation à son état premier. Faustine ? Nous, comment on fait pour donner envie, en tout cas aux personnes, d'expérimenter ou d'aller vers ce type d'innovation? C'est que déjà, on partage un problème, on essaye de... Un constat, oui. Un constat, et ça, on est tous d'accord, plus ou moins, pour dire qu'effectivement, la reconnaissance qui est basée sur l'ancienneté, le truc, dans 5 ans, tu seras manager, bon, ça fait plus trop vibrer et c'est pas adapté à ce nouveau monde du travail. Donc, on constate les souffrances que ça peut générer, on constate le problème de la rétention des talents, de l'attractivité que ça engendre aussi. Bien sûr. Donc tout ce constat à partager, nous on se dit on a proposé cette solution-là, on ne dit pas qu'on apporte la solution miracle, mais en tout cas c'est un complément qui peut vraiment aider à ce niveau-là, et dans ce cas les collaborateurs, nos interlocuteurs sont prêts à essayer. Et puis après, le fait que ce soit quelque chose qui a été vécu, évidemment, ça change quand même un peu la chose, et voilà, l'échange. D'autres questions, réactions dans la salle pour aller un peu plus loin là-dessus. Bonjour. Oui, bonjour, Bernard Lombardo. Je suis consultant pour la société Kimaï. Nous avons développé un système de mesure de la performance collaborative digitale. Je suis aussi enseignant dans les systèmes d'information et la culture digitale. Ma question porte sur la problématique de la transformation des usages et l'adoption des usages collaboratifs. Parlez bien dans le micro, et pas, il est un peu trop dessus, il faut le baisser un peu, voilà. Je baisse un peu, oui. Merci. Donc ma question porte sur la transformation des usages collaboratifs, l'adoption plus exactement. On voit bien qu'en France aujourd'hui, beaucoup de rapports démontrent que dans les grandes entreprises, la sauce ne prend pas.
les grandes entreprises ont des difficultés à transformer et faire accepter un principe de partage, de visibilité et puis de transparence que M. Pinault évoquait tout à l'heure au travers des concepts de la holacratie, mais on peut parler de la hiérarchie aussi, hein, qui refonde complètement les principes de hiérarchie. Et en fait, ma question porte sur la visibilité. En fait, ce dont vous parlez, c'est une problématique de visibilité. Aujourd'hui, il faut accepter une nouvelle forme de visibilité dans ces relations professionnelles. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous proposez en contrepartie de cette visibilité accrue, dont aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire du point de vue de la traçabilité, de la rémanence de toutes ces données qui sont conservées, des données d'activité, d'échange, d'interaction. Merci beaucoup, monsieur. Propose, voilà. La question, avec plein d'exemples autour, qu'est-ce que vous lui répondez justement? C'est une question légitime? Oui, bien sûr. Comme toutes, mais... En termes d'adoption, moi justement, mon travail avant, c'était de la conduite du changement, donc je passais ma vie à essayer de demander aux gens de changer pour adopter des nouveaux outils. Ce qui ne marchait pas, c'est qu'on ne l'avait jamais fait avec eux, que généralement c'était quelque chose qui avait été pensé par le haut et maintenant vous l'utilisez et c'est fini. Donc il y a tout simplement une question, ça ne se faisait pas en collaboration avec eux, donc c'était facilement rejeté. Donc ça c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on est toujours dans cette démarche de je demande votre avis et c'est toujours le haut qui va prendre une décision à votre place. Et c'est ça qui est extrêmement frustrant en fait et déresponsabilisant. Donc la différence avec notre outil et plein d'autres, c'est juste qu'on va leur dire maintenant tu es acteur. C'est à toi de faire comme tu veux et je te fais confiance là-dessus. Et je ne vais pas être dans le contrôle et ce n'est pas de la performance. Donc voilà, ça c'est juste sur mon outil. Après, sur la question de la confiance, effectivement, c'est très fort de se dire ça n'a pas été... c'est flat et ce n'est pas donné entièrement à la RH. En fait, nous, on a les données que créent les collaborateurs, c'est pour eux, en fait. Hein, le fait de voir quels sont mes talents, retrouver mon historique, ça m'appartient. Donc c'est vraiment important, en fait. Valérie ? Oui, sur la question de la visibilité, en contrepoint, il y a la question de la privacy, justement du côté privé. Et dans le travail du savoir relier, ce qui est très important, c'est respecter les moments de privacy. Par exemple, l'autoportrait est quelque chose de personnel et d'individuel. Il n'est échangé qu'au moment de l'échange physique ou digital, si c'est en ligne, mais c'est quelque chose qui est entre deux personnes. Ce qui se passe... On dit toujours « What happens in Vegas stays in Vegas ». Ce qui se passe dans un duo reste dans un duo. Et dans la situation où ensuite on élargit au niveau du groupe, ce qui se passe dans un groupe reste dans le groupe. Et ce respect fondamental d'un moment de ici et maintenant où se passent certaines choses doit rester dans cet élément-là. À l'intérieur de ça, en revanche, il y a beaucoup de transparence, beaucoup de communication et beaucoup de fluidité. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse vos trois invités cet après-midi qui nous ont éclairé sur ces sujets. Valérie, Faustine et Philippe. Merci mesdames, merci beaucoup monsieur.